Bienvenue dans l'émission littéraire de Public Sénat. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Au Bonheur des livres. Alors vous le savez, chaque semaine, nous essayons tout simplement de vous donner envie de lire des livres et aussi de découvrir ou de mieux connaître leurs auteurs. Avec nous, deux écrivains avec lesquels il sera question des grands auteurs, de grande littérature, mais aussi de rencontres et d'amitié. Avec eux, nous allons mieux connaître Albert Camus, Louis Guillou, qui est moins connu, et ce sera bien heureux et bien agréable d'en parler. Et puis aussi, nous parlerons de l'Américain Philip Roth, immense auteur. Ce sont des livres que nous avons trouvés à la fois passionnants, mais aussi touchants, parce qu'ils sont émaillés de notes personnelles l'un et l'autre. Sylvie Le Bihan, vous publiez L'Ami Louis chez De Noël. C'est le portrait donc de Louis Guillou, grand auteur du XXe siècle, assez peu connu, et vous le réhabilitez, et c'est heureux. Et bien sûr de son ami intime, Albert Camus. Ils étaient liés bien sûr par leur amour de l'écriture des textes, mais aussi par leurs origines sociales communes, semblables. Marc Wetzmann, vous nous proposez La part sauvage chez Grasset, qui est non pas, on va le dire, une biographie de Philip Roth, immense romancier américain bien sûr, mais une explicitation de son univers, de ses écrits, de son caractère, et de l'Amérique bien sûr, qu'il a su décrire, mais qui a déjà beaucoup changé depuis qu'il est mort en 2018. C'est aussi, je le disais, l'histoire d'une amitié, la vôtre, la relation qui vous a lié à lui pendant 20 ans. Je précise que ce livre, La part sauvage, vient de recevoir le prix Femina Essai et nous en sommes ravis pour vous. Sylvie Le Bihan. Et bien sûr, on est très heureux de vous recevoir tous les deux. Les deux conversations vont se suivre, mais chacun peut intervenir quand il veut sur le livre de l'autre ou sur un sujet autre. Vous avez écrit plusieurs romans, vous avez aussi travaillé dans l'entreprise, d'ailleurs, oui, si je ne me trompe pas. Je continue. Ce que vous continuez à faire. Dans L'Ami Louis, qui est d'ailleurs présenté comme un roman. Oui. N'est-ce pas? On fait la connaissance donc d'un écrivain français qui s'appelle Louis Guillou, qui est né en 1899, mort en 1980, issu d'un milieu très modeste et qui va se consacrer à l'écriture et, j'allais dire, à ses amitiés fortes dans ce milieu littéraire de l'avant et de l'après-guerre, André Malraux et surtout Albert Camus. Alors dites-nous d'abord pourquoi vous voulez parler de ce Louis Guillou, donc somme toute mal connu, un peu oublié, breton, pur et dur. Est-ce que c'est parce qu'il y a des liens avec votre famille? Oui, tout à fait. Alors d'abord, c'est parce que j'admire voilà, Louis Guillou, et puis j'ai beaucoup aimé tous les livres que j'ai lus de lui, et je trouve qu'il a été un peu oublié, justement oublié, et aussi parce que c'était l'ami de mon père. Mon père vient de Saint-Brieuc, et pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant l'occupation, Louis Guillou et sa femme Renée se sont occupés des enfants dont les pères étaient prisonniers de guerre, et ils leur ont montré la lumière pendant ces heures sombres. Et vous en entendiez parler dans votre enfance? Et je l'ai rencontré, il est venu à la maison, mon père a écrit des pièces de théâtre, il venait à chaque fois aux premières, au général, donc en fait, voilà, donc je l'ai rencontré. Donc ce Louis Guillou a un peu côtoyé votre enfance. Alors, on va bien sûr parler de son œuvre et de qui il était, et surtout de son amitié, bien sûr, avec Albert Camus, mais le roman part d'une jeune femme qui s'appelle Elisabeth, qui est en rupture avec ses parents, il y a eu un avortement, elle travaille pour Bernard Pivot, et elle va rencontrer donc ce Louis Guillou. Elle n'a rien à voir avec vous, cette Elisabeth, c'est le roman. Elle a beaucoup à voir. On met toujours un peu de soi, en fait. Moi, j'ai toujours mis un peu de moi, peut-être là beaucoup, dans ce personnage d'Elisabeth, parce c'est un franc-tireur, en fait, comme Louis Guillou. Et je pense que moi aussi, je suis partie en Angleterre, donc il y a eu des ruptures, il y a eu des réconciliations. Elle est en rupture avec sa famille. Moi, c'était pas avec ma famille, mais elle est en rupture avec sa famille, qui n'a qu'une envie, c'est finalement le seul objectif de sa famille, c'est de devenir petit bourgeois. Et donc ça clash avec son... Voilà, on est à la fin des années 70, et ça va pas. Et elle va être amenée à côtoyer... alors elle va rencontrer Bernard Pivot, qui va lui proposer de travailler pour lui, parce qu'elle est totalement bilingue, elle travaille pour le Booker Prize à Londres, et il va lui dire, voilà, j'ai besoin de vous pour faire venir les gens sur le plateau d'Apostrophe. Et notamment pour une émission consacrée à Albert Camus. C'est là que nous en venons à Louis Guillou, parce qu'il faut bien le préciser, s'ils sont devenus très amis, tous les deux, c'est qu'ils sont liés par un professeur de philosophie qui s'appelle Jean Grenier, qui était le grand professeur de philosophie de Camus. Oui, c'est ça. Lui aussi breton. Alors, il n'était pas breton, mais il était à Saint-Brieuc. Et en fait, Jean Grenier, oui, c'est ça, il était professeur, c'était le meilleur ami de Guillou, à Saint-Brieuc. Ensuite, il est parti à Alger, il est devenu le professeur de philosophie d'Albert Camus. Il a fait lire Louis Guillou à Albert Camus. Et Albert Camus, venant d'une petite extraction sociale, s'est rendu compte qu'on pouvait être fier de ça.
Lui, il en avait honte à ce moment-là. Quand son professeur de philosophie est venu chez lui, dans la masure dans laquelle il habitait, il avait honte de sa mère, il avait honte de ses origines. Il a lu La Maison du Peuple, et là, il s'est dit, mais oui, on peut être fier de ça. Donc Guillou l'a marqué. Bien sûr, et c'est ce qui, on va en parler, c'est ce qui les a beaucoup rapprochés, bien sûr, ses origines sociales, et surtout le fait d'assumer ses origines sociales, parce qu'il en avait honte et en même temps il aimait sa mère, Albert. Il adorait sa mère. Voilà, il l'a tellement défendue. Mais les deux ont eu des enfances pauvres, mais très aimés, très aimés. Je ne vous demande pas, Marc Wetzmann, si vous avez lu Louis Guillou. Et non, je ne l'ai pas lu. On connaît son nom, mais voilà. Oui. Et c'est pas mal de réhabiliter. Oui, absolument. Absolument. Et la honte est un grand thème. Oui. La honte des origines, c'est un thème intéressant. Ça, c'est vrai, absolument. Alors, il y a quelque chose d'ailleurs qui pourrait le rapprocher de Philip Roth. Quand votre héroïne va le rencontrer, on peut dire qu'il est un peu taciturne, ce Louis Guillou. C'est pas... Plus que ça, oui. Comme Philip Roth qui était reparti dans le Connecticut à la fin de sa vie, Guillou, il avait un rapport... il est reparti en Bretagne. Oui. C'est-à-dire qu'il avait un rapport très compliqué avec la Bretagne. Il adorait la Bretagne, mais il aimait beaucoup aller à Paris. Donc en fait, il oscillait entre Paris et Saint-Brieuc. Mais il faut le conquérir. Il faut le conquérir, un peu comme peut-être Marc Wetzmann avec Philip Roth. Enfin, on va en reparler longuement, mais enfin, on sent qu'il y a quand même une forme de solitude et d'installation dans la nature et d'isolement. Oui. Ça, voilà. Alors, il faut quand même citer de Louis Guillou La Maison du Peuple. Il faut tout de même un peu préciser qui il était, Le Sang Noir en 1935, Le Jeu de patience avec lequel il va avoir le Renaudot en 1949. Comment on peut le définir? C'est un auteur régionaliste, il n'aurait pas aimé ça, mais ni prolétarien. Il a eu le prix du populisme, il n'aime pas ça, il n'est pas régionaliste, non. Non, mais il décrit la douleur, il décrit la souffrance des petits, il décrit... Il est très fidèle à ses origines. En fait, il décrit... Alors, on disait souvent qu'il était témoin, mais il n'était pas témoin puisqu'il était acteur. Il a eu des engagements incroyables pour les paysans qui étaient expropriés, pour les républicains espagnols. Enfin, il s'est toujours engagé. Et simplement, ce que j'aime, moi, c'est qu'il fait du lecteur quelqu'un d'intelligent. C'est-à-dire que c'est à nous de dire c'est pas normal. C'est-à-dire qu'il ne il n'est pas vent debout en disant... c'est pas une parole militante. Non, pas du tout. Non, il décrit, il dit voilà ce qu'on vit, nous, le peuple. À nous de dire, c'est un peu de la maïeutique, en fait. C'est pas juste. Alors, ce qui va bien sûr les rapprocher, c'est ce qu'on a ébauché, c'est-à-dire Camus, dont la mère était illettrée, ce Louis Guillou, dont le père est cordonnier. Ils se rencontrent autour de ça, et puis surtout, ils assument, je le disais, leurs origines. Il faut préciser aussi que Lucien Camus, qui est donc le père d'Albert Camus, qu'il n'a pas connu, puisqu'il est mort très jeune, est enterré là, à Saint-Brieuc, à côté de la famille. C'est Jean Grenier et Louis Guillou qui vont emmener Albert Camus, parce qu'il ne sait pas où son père est enterré. Il va me dire, mais si, il est enterré en face de mon bureau, en fait. Donc tout ça, ils devaient se rencontrer de toute façon. Et puis aussi, il y a autre chose qui les rapproche, en plus de leurs engagements, puisque Camus aussi s'est battu pour les républicains espagnols, c'est le fait que ce sont deux empêchés. Camus avait la tuberculose, il aurait adoré être joueur de foot. Il a une maladie qui lui empêche. Et Guillou avait la tuberculose des os, donc il était empêché. C'était deux empêchés, donc en fait, il devait faire plus. Il devait encore faire plus. Et puis je pense qu'ils se représentent, j'allais dire, le monde qui les entoure de la même façon. Quand Sartre attaque Camus, notamment à propos de l'homme révolté, ça rend fou ce Louis Guillou. Et sa meilleure réponse, c'est quand Pivot lui pose la question bien des années plus tard, en lui disant « Et Sartre ?» Guillou le regarde, il prend sa pipe et fait « Sartre, connaît pas ». Et pour moi, c'est la meilleure des réponses. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'il ne veut pas rentrer dans la polémique, mais il n'existe pas puisqu'il a fait du mal à son ami. Voilà. C'est vrai, c'est une amitié absolue. À la mort brutale de Camus, donc en 1960, Camus n'a que 47 ans, il perd goût à tout, Louis Guillou. Il est comme... Comme beaucoup, parce que la mort de Camus, ça a été une déflagration. Il avait une énergie incroyable. Il a bouleversé le milieu germano-pratin. Il n'est pas rentré dans le bal des hypocrites. Il était très lucide. C'est sûr. Voilà. Mais par contre, il a donné une nouvelle jeunesse à Guillou. C'était formidable. Il a fait ce dîner quand il a le Renaudot. Enfin, il a fait la préface du livre qui va lui permettre d'obtenir le Renaudot. Et donc, il y a des signes très touchants d'amitié entre les deux, d'une grande fidélité. Est-ce qu'il n'y a pas eu un malentendu sur Camus? Enfin, c'est une petite parenthèse que j'ouvre, Marc Wetzmann, qu'on réfléchit toujours à qu'est-ce qui s'est passé entre Sartre et Camus, qu'est-ce que nous on a aimé dans ces années 60, 70.
Est-ce qu'on ne s'est pas totalement trompé sur ces auteurs? Je pense que si. Pas forcément vous, mais peut-être tout le monde. Moi, en l'occurrence, dans les années 60-70, j'étais trop jeune, mais c'est clair que la vie intellectuelle de française après-guerre a été déterminée par des gens qui se sont complètement plantés. Oui. Ça, c'est sûr. On s'en rend compte un peu, je veux dire. Ouais. Et c'est vrai que les portraits de ces hommes authentiques nous montrent qu'il y avait quand même eu des erreurs. Il va devenir l'exécuteur littéraire avec René Char. Avec René Char. Tout à fait. Vraiment sa grande proximité. Il va rencontrer chez Albert Camus la femme de sa vie, un peu Louis Guillou. Enfin, cette femme de sa vie, c'est René. Enfin, oui, c'est sa femme. Mais celle qu'il a aimée. L'amour de sa vie, ça va être Liliana Magrini, oui, que j'ai découverte. J'ai découvert déjà sur Internet, voilà. Et après, j'ai lu leurs lettres à la bibliothèque municipale de Saint-Brieuc. Donc il y a eu des recherches importantes, même si c'était un peu familier pour vous, ce Louis Guillou qui tournait autour de la famille. Oui, et le plus beau compliment que j'ai eu, c'est justement le directeur de la bibliothèque municipale de Saint-Brieuc qui m'a dit « Moi, l'archiviste, à aucun moment j'ai vu l'archive ». Donc ça, c'est formidable, parce que ça m'a permis... Moi, je voulais en faire un roman, je ne voulais pas en faire une biographie. C'est pour ça que le personnage d'Élisabeth est très important. Alors, il se passe d'autres choses pour Élisabeth. Elle va découvrir qui étaient ses grands-parents, son vrai père, etc. Bon. Mais l'ami Louis, ce n'est pas que l'ami de Malraux, l'ami de Daby, l'ami de Max Jacob, c'est aussi l'ami d'Élisabeth. Oui. Et j'aime bien ces amitiés intergénérationnelles. Comme on pense que c'est un peu la vôtre, voilà. Celle de l'auteur, éventuellement. Alors, Marc Wetzmann, vous êtes journaliste, vous avez notamment tenu, il y a un certain temps maintenant, les pages littéraires des Arocs. Vous aviez, il y a peu de temps encore, une émission très intéressante sur France Culture, le dimanche. Vous avez écrit beaucoup sur les questions sociales, la politique, sur la paix au Proche-Orient, sur le terrorisme, la montée de l'antisémitisme en France, notamment dans Un temps pour haïr. Et voici donc un livre passionnant et très émouvant, et c'est ce que disait Sylvie hors antenne. Il s'appelle La part sauvage, parce que vous revenez bien sûr sur la personnalité de Philip Roth, mais aussi sur les 20 ans d'amitié qui vous ont liés l'un et l'autre. Je rappelle, Marc Wetzmann, que c'est un immense auteur américain, né en 1933 et mort donc en 2018. Auteur notamment, mais on va y revenir, de Portnoy et son complexe, La tâche, Ma vie d'homme, La contre-vie, Pasteur américaine, etc. Précisons donc tout de suite que ce n'est pas une biographie que vous avez voulu Non, pas du tout. Oui. Non, c'était hors de question. D'abord, je sais pas, je voulais faire ni une biographie, ni un essai sur ses livres, ni un livre de souvenirs littéraires qui m'aurait endormi avant de l'écrire. Et l'idée, c'était, j'avais le sentiment de lui devoir un bouquin, quelque chose, et aussi le sentiment que quelque chose changeait, était en train de changer. Dans l'Amérique que je connaissais à travers lui. Au cœur du livre. Et voilà, et donc il a fallu trouver... La vision de l'Amérique. La clé, ça a été de trouver ma place dans le récit. À partir du moment où j'ai trouvé ça, le livre est venu relativement facilement. Et il en est devenu, évidemment, ce qu'on disait, très émouvant, puisque vous parlez aussi, bien sûr, de lui et de vous, et de lui avec vous. Vous racontez que vous le rencontrez en 1999, tout simplement parce que vous allez l'interviewer, et que, j'allais dire, un peu comme Louis Guillou, au début, c'est un petit peu rude, ou en tout cas, non, vous arrivez avec toute une batterie de questions, et que là, ça l'agace, enfin, que ça l'ennuie peut-être un peu. Oui, c'est-à-dire que j'avais une heure, il y avait qu'une heure d'entretien, je connaissais très bien ses livres. Elle est vraiment travaillée. J'ai fait l'erreur qu'on commet jamais d'habitude, c'est d'être trop préparé. Voilà. Alors, il vous le dit un peu, puis après, la conversation s'engage, et ça va devenir une très belle relation que vous décrivez avec des dîners très fréquents à New York, dans son samovar, dans ce drôle de restaurant, où on boit aussi beaucoup de vodka sûrement. Mais dites-nous déjà pourquoi vous avez voulu, puisque vous le rencontrez en 99, cette relation se déroule sur 20 ans, et pourquoi le publier aujourd'hui, ce livre? Pourquoi l'écrire aujourd'hui? Parce que c'est aujourd'hui qu'il est venu, en fait. C'est pas exactement volontaire. J'ai tourné autour pendant plusieurs années. Et il se trouve que j'ai trouvé les premières pages à un moment précis, et il a fallu qu'il meure. Oui. Il a fallu que Trump soit élu. Il a fallu que la place des Juifs aux États-Unis soit complètement bouleversée. Il a fallu un certain nombre de choses. Il a fallu qu'en fait que le monde qu'il écrivait explose. Pour que ça prenne tout son sens. À partir de là, le livre est venu assez facilement. Tous les livres sont des livres de deuil, hein. Celui-là aussi. Oui.
Alors, avant de parler de son œuvre, parce que évidemment ça a été important aussi pour vous et vous la connaissez très bien et Sylvie Le Bihan aussi, donc chacun peut intervenir. Un mot de sa personnalité. Donc je le disais, il apparaît un peu rude au début. Il a vécu, il va s'isoler à la campagne. On peut penser que c'est un écrivain un peu ermite à certains moments. Enfin, ça c'est peut-être un regard de l'extérieur. Mais est-ce que vous diriez plutôt, et je vous entendais dans d'autres émissions dire qu'il y avait une grande générosité chez lui. Enfin, Oui. comment vous caractériseriez sa personnalité? La part sauvage, c'est beaucoup de choses dans le livre, mais c'est entre autres le ressort vital de sa personnalité et dans une mesure moindre de la mienne. Mais il y a quelque chose, il y a ce côté un peu rugueux que vous décrivez, c'est tout simplement... Hemingway disait que les écrivains sont équipés de ce qu'il appelait le bullshit détecteur, le détecteur à conneries. Et, ça, on le sent très, très aigu là-dessus, très au point. Et Roth avait un sens très très aigu de ça, et il n'avait pas la patience. Il n'avait pas de patience pour ça. Mais une fois qu'on était, d'accord sur un certain nombre de base comme ça, les choses étaient très faciles, il était très facile d'accès, très amusant, très spontané. L'humour qui transparaît dans ses livres, évidemment. Bien sûr, mais c'était ce mélange de grande sophistication et de complète spontanéité qui faisait qu'il y avait quelque chose d'irrésistible, en fait, dans sa personnalité à cause de ça. C'est ce que vous... Et de très libérateur aussi. Alors, vous le décrivez, voilà, et on en vient à ça, parce que c'est ce qui nous a touchés dans ce livre. Vous parlez de lui, je vous cite, comme d'un refuge mental et d'une boussole. Oui. Donc comme si pour vous, au fond, cet ami, ce que vous dites l'ami le plus inflammable que vous ayez eu, était si important pour vous-même, j'allais dire, oui. votre vie. Oui, parce que je l'ai rencontré à un moment donné, 1 an à peu près, avant que ma propre vie déraille. C'est-à-dire que à partir des années 2000, les choses ont changé. Les années 90, qui étaient relativement calmes, ont basculé dans autre chose, et quelque part entre le 11 septembre aux États-Unis, la montée de l'extrême droite en France et la montée de l'antisémitisme en France aussi, les choses se sont tendues, et moi je me suis à ce moment-là, je me suis fâché avec beaucoup de monde ici, et je suis parti d'abord en Israël et ensuite donc à New York, largement parce qu'il y était, en fait. Donc, et effectivement, il m'a servi de boussole à la fois éthique, parce qu'il y a quelque chose de très libérateur dans l'atmosphère de liberté de parole autour de lui, qui faisait régner en quelque sorte. On pouvait tout dire à condition de le dire à un certain niveau, en quelque sorte. Il y a quelque chose d'un peu élitiste aussi chez lui, on ne peut pas le cacher. Oui. Hein, on est d'accord. Et puis c'était une façon, le New York de l'époque, le New York autour de lui, était aussi un New York plus calme sur un certain... On pouvait être... La judéité était différente, c'était une judéité moins vacillante que celle d'ici, certainement moins militarisée que celle d'Israël. Il y avait une forme de naturel, quoi. Et puis c'était les dernières années du grand New York littéraire, qui n'existe plus du tout. Il y avait tous ces éléments-là. Alors, bien sûr, vous dites que cette Amérique de Roth a explosé aujourd'hui, ou implosé, je ne sais pas comment on peut dire, mais quand même, vous soulignez qu'il l'a décrite avec une grande prescience. Oui. Oui, c'est le paradoxe, c'est que tous ces livres sont ancrés dans une réalité sociale et historique très précise, qui n'existe plus telle qu'elle aux États-Unis aujourd'hui, et qui a explosé pratiquement au moment où il est mort, en fait. Et en même temps, parce qu'il a passé sa vie à creuser la fragilité de cette société, les lignes de fracture, le livre est très actuel parce qu'il montre comment les choses pouvaient changer, et comment sous la couche de normalité, la part sauvage, justement, bouillonnait et pouvait voler en éclats à tout instant. Un de ses grands thèmes, c'est l'imprévu, des gens qui construisent leur vie de manière indépendante et qui y arrivent, qui parviennent, qui réussissent à construire leur vie, et qui, quand ils ont tout réussi, sont soudainement heurtés par quelque chose d'imprévu, soit comme dans le complot contre l'Amérique, ou comme dans Passeur à l'américaine, l'histoire avec un grand H, soit la pulsion intérieure,
mais toujours quelque chose qui n'a pas été, qui vient tout bouleverser et tout faire exploser. Et même détruire. Vous analyseriez cela comme ça, vous, Sylvie Le Bihan? Enfin, oui, surtout avec cette jeune fille, là, cette fille qui aurait dû être en admiration envers sa famille et la réussite de ses parents, et qui finalement va déposer une bombe. Enfin, Dans Pastorale ça, c'est dans Pastorale américaine. C'est ça, c'est-à-dire c'est l'imprévu, il est là, c'est-à-dire qu'on a élevé ce qui va nous détruire. Voilà, pourquoi elle est devenue comme ça. Et ce rapport... Pastorale américaine est un très grand livre sur ce plan, parce que toutes les explications sont envisagées, aucune n'est définitive. On ne sait pas au bout du compte pourquoi les choses arrivent. Évidemment, ça nous touche beaucoup, parce que nous, on se sent aussi dans cette fragilité-là. C'est-à-dire que oui, c'est ça l'élément philosophiquement le plus contemporain de ces livres, existentiellement le plus contemporain. C'est l'idée que n'importe quoi peut arriver à n'importe qui, n'importe quand. Et c'est quelque chose qu'aujourd'hui on ressent tous avec plus ou moins. Une grande mise en danger de l'auteur lui-même, puisqu'il s'est quand même attiré les foudres. Il a attiré bien sûr des polémiques, on ne peut pas le nier, ça, bien sûr, sur ce rapport à la sexualité, ce rapport à la judaïté aussi, notamment dans ses premiers livres, évidemment. Oui. Précisons, et là c'est évidemment intéressant, vous définissez sa littérature, je vous cite aussi, une littérature à l'énergie pyromane qui dynamite tout, les conventions, les lieux communs, l'académisme, et là vous le résumez, une liberté et un travail de titan. Et alors peut-être qu'on peut d'ailleurs attribuer ça à pas mal d'auteurs qu'on admire, voilà. Probablement, mais c'est aussi probablement une espèce, je crois, en voie de disparition, parce que c'est des générations qui étaient dont l'imaginaire était entièrement structuré par le travail littéraire, en l'occurrence, pour ce qui est des écrivains. C'est une génération, il est né en 1933, c'est-à-dire avant la télévision, je ne parle même pas d'Internet. Donc tout l'imaginaire était, si on voulait s'exprimer, il y avait que ça, il y avait que les livres. Donc le pouvoir de concentration était énorme. Décuplé, oui. On peut dire la même chose, bien sûr, de Louis Guillou, de oui, mais de beaucoup d'artistes qui ont besoin d'acquérir beaucoup de technicité avant de se sentir libre, beaucoup de travail avant de se sentir libre et pouvoir s'exprimer réellement. Oui. Mais même au-delà, leur revendication de liberté par rapport aux conventions, on peut la retrouver aussi. Oui, c'est deux francs-tireurs tous les deux. Voilà, c'est pas des gens des iconoclastes. Des conventions. Est-ce qu'on sait, par exemple, si Philip Roth aimait Albert Camus? Il aimait Albert Camus, il l'a même lu beaucoup pour son dernier livre, Némésis. Il a eu la peste en prenant des notes. Oui, on sait qu'il était très friand de culture française, ça, on le sait. Il connaissait relativement bien la littérature française, et il connaissait la littérature européenne assez bien, pas seulement française d'ailleurs, tchèque notoirement, mais toute la littérature d'Europe de l'Est. Et chez les Français, oui, Mauroy et Camus. Oui, c'est intéressant. Et Flaubert, évidemment. Oui. Flaubert qui était le maître absolu. On le retrouve dans son écriture, évidemment. La peste qui a été corrigée par Louis Guillou. Et ce qui est très drôle, c'est que Camus disait à Guillou, mais dépêche-toi de m'envoyer le manuscrit parce qu'on va imprimer, j'ai besoin de tes corrections. C'est formidable. C'est hyper touchant. C'est d'ailleurs quand vous racontez que vous repartez avec c'est pareil. un des manuscrits de Philip Roth, vous partez dans l'avion là, avec votre carton, et c'est incroyablement touchant de recevoir ça d'un auteur. Ah bah oui, bien sûr. C'est une grande preuve de confiance. Énorme preuve de confiance. Un tout petit mot de la part sauvage, oui, vous l'avez commencé à l'évoquer, mais c'est quoi? C'est sa part rebelle à lui, c'est la réalité des États-Unis, c'est un peu tout ça, parce que la part rebelle, c'est double. C'est quelque chose c'est une énergie vitale, mais ça peut être aussi une énergie destructrice. C'est la part dionysiaque chez Roth. Et donc c'est un peu les deux, en quelque sorte. Ce qui est vital est dangereux. Et chez Roth, clairement. Et dans l'Amérique est un pays d'une prodigieuse énergie. Cette énergie, en ce moment, est en train de partir dans tous les sens. Ça, évidemment. On ne sait pas comment il aurait pu vivre ce qu'ils vivent aujourd'hui. Ouais, ça. On ne sait pas. Vous êtes heureuse, vous, Sylvie Le Bihan, d'avoir, j'allais pas dire réhabilité, mais fait mieux connaître quelqu'un qui appartient un peu à votre famille et qui est dans là aussi... Oui, je suis
Je suis très heureuse pour eux, pour lui, pour eux, parce que je pense à toute cette farandole d'écrivains plutôt joyeuses dans un siècle de barbarie, qui se faisaient confiance, qui s'aimaient. Il y avait la franchise, la sincérité. C'était des êtres libres qui avaient décidé de se tenir par la main. Et je suis heureuse pour eux. Peut-être que des gens vont lire Louis Guillou et ça oui, c'est heureux de défendre la littérature. Je crois que vous avez reçu le prix du livre qui faisait du bien. Oui, le prix du roman qui fait du bien. Mais enfin, et ça, je suis très heureuse. Des histoires d'amitié, ça nous touche. Ça nous fait du bien, voilà. Ouais. Et même si Philip Roth décrit une Amérique qui est un petit peu en dysfonctionnement, on va dire, il y a aussi cette relation humaine, amicale, et ça nous fait du bien. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, on avait l'impression, on avait l'impression d'entrer dans un cercle, un petit cercle. Je ne sais plus quelle est la phrase de Shakespeare, mais Happy Few. De Happy Few, voilà, exactement. Oui, c'est ça, ça vient de là, c'est sa pièce de théâtre, oui, c'est sûr. Est-ce qu'on peut citer un livre ou deux de Philip Roth oui, parce qu'il faut quand même donner des conseils. Oui, moi je dirais Pastorale américaine et La Contre-vie sont absolument à lire. Moi je dirais Le Théâtre de Sabat. Et Le Théâtre de Sabat. Le Théâtre de Sabat. Sylvie est aussi une grande lectrice de Philip Roth. Et un livre quand même pour Louis Guillou. Je dirais Le Pain des rêves, commencer par Le Pain des rêves qu'il a écrit pendant l'occupation, sur son enfance. Et après Le Sang Noir. Bon. Et Albert Camus, l'un et l'autre. Moi j'ai beaucoup aimé La Chute. D'accord. Moi j'aime beaucoup La Peste. Donc, voyez. Mais enfin, de toute façon, Camus, on peut lire presque tout. Tout lire, même aller voir le film aussi actuellement. Voilà. Lire et relire ces auteurs. Merci infiniment à tous les deux d'être venus nous voir. L'ami Louis, c'est Sylvie Le Bihan chez De Noël, et vous chez Grasset, cher Marc Wetzmann, La Part Sauvage. Oui, prix Femina, essai. Merci infiniment d'être venus. Dans Au Bonheur des Dames. Bonheur des dames, mais non, au bonheur des livres. C'est de la littérature. On reste. Alors, les coups de cœur. D'abord, un écrivain à redécouvrir, encore un, Éric Ambler, l'auteur de La Croisière de l'angoisse aux éditions de l'Olivier, qui réédite donc une série de livres de ce maître un peu méconnu du roman d'espionnage britannique qui a inspiré notamment John le Carré. Et puis Le photographe inconnu de l'occupation. Alors ça, c'est un livre de Philippe Broussard, journaliste au Monde, qui a rassemblé énormément de photos retrouvées dans des brocantes sur donc la guerre. Et puis pour ma part, un joli roman de Ghislaine Dunant qui s'appelle Un amour infini. Elle avait reçu le Femina Essai d'ailleurs pour un livre sur Charlotte Delbo. Et là, c'est la rencontre entre un homme et une femme un peu étrange sur une île volcanique. Et ils vont se parler de la guerre, de la fuite, de la naissance d'un amour. Et c'est chez Albin Michel. Voilà. Vous pouvez retrouver bien sûr toute cette émission et nos coups de cœur sur le site de publicsena.fr. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro Au Bonheur des Livres. Merci. À vite.